Avant qu'il y ait des présidents partout en Afrique, avant que l'indépendance ne devienne un slogan, il y avait lui, un homme venu d'un petit village nommé Yamoussoukro. Un homme qui a osé se lever dans l'Assemblée française pour dire « Nos terres ne sont pas à vendre ». Il ne s'est pas battu avec des armes, il s'est battu avec des mots, du courage, de la stratégie. Pendant plus de 30 ans, il a gardé son pays en paix pendant que l'Afrique brûlait autour de lui. Son nom ? Félix Houphouët-Boigny. Le père, le bâtisseur, le stratège, l'homme derrière la Côte d'Ivoire moderne. Voici son histoire. L'histoire de Félix Houphouët-Boigny, l'homme qui allait devenir le père fondateur et le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, commence bien avant qu'il ne s'impose comme une figure politique majeure sur la scène africaine et internationale. Elle prend ses racines dans le cœur de la savane, au sein d'un petit village du centre de la Côte d'Ivoire appelé Yamoussoukro. C'est là, le 18 octobre 1905, qu'il voit le jour sous le nom de Dia Houphouët, un nom qui portait déjà en lui l'héritage d'une lignée prestigieuse et d'un destin singulier. Yamoussoukro, à l'aube du XXe siècle, était loin de l'éclatante capitale politique et administrative qu'elle deviendrait sous son impulsion. C'était un modeste village agricole, niché au cœur du pays baoulé, une ethnie réputée pour sa fierté, sa structure sociale complexe et son attachement à ses traditions ancestrales. Le contexte de sa naissance fut celui d'une Afrique encore profondément marquée par la présence coloniale française. La Côte d'Ivoire, alors une colonie française, était en pleine phase d'organisation administrative, économique et sociale par la puissance occupante. Les coutumes locales, les chefferies traditionnelles et les systèmes de gouvernance autochtones coexistaient tant bien que mal avec l'autorité nouvelle des administrateurs coloniaux. C'est dans ce délicat équilibre entre tradition millénaire et modernité imposée que le jeune Dia Houphouët allait grandir. Sa famille n'était pas une famille ordinaire. Félix Houphouët-Boigny était le fils de Ndoli Houphouët, un chef respecté de la lignée Akoué. Sa mère, Kimoun Ndoli, était issue d'une famille tout aussi influente. Plus important encore, il était le petit-neveu de Kwame Ngoran, un puissant chef de canton des Akwem Brati, un leader spirituel et politique dont l'autorité s'étendait sur un vaste territoire et dont la sagesse était reconnue. Cette ascendance lui conférait dès sa naissance un statut privilégié et une légitimité intrinsèque au sein de sa communauté. Il n'était pas un enfant du peuple au sens le plus humble du terme, mais un héritier, destiné par sa lignée à jouer un rôle dans les affaires de son clan et, potentiellement, au-delà. La chefferie traditionnelle baoulée, dont il était un descendant direct, était une institution forte, reposant sur le respect des anciens, la connaissance des coutumes et la capacité à arbitrer les conflits. C'est dans ce creuset de responsabilités et de privilèges héréditaires que le futur leader allait puiser ses premières leçons de commandement et de diplomatie. L'enfance de Dia Houphouët fut marquée par les rites et les coutumes de son peuple. Il apprit très tôt les valeurs de la communauté, le respect des aînés, l'importance de la parole donnée et les subtilités des relations interpersonnelles. Il fut témoin des palabres, ces discussions interminables où la sagesse collective permettait de résoudre les litiges et de maintenir l'harmonie sociale. Cette immersion dans la tradition baoulée lui donna une compréhension profonde de l'âme africaine, de ses valeurs, de ses aspirations et de ses résistances face à la modernisation ou à l'influence extérieure. Ces fondations culturelles et sociales se révéleraient essentielles lorsqu'il s'agirait de diriger une nation diverse, riche de multiples ethnies et traditions. Cependant, son destin ne se limiterait pas aux frontières de son canton natal. Ses parents, et particulièrement son oncle Kwame Ngoran, perçurent très tôt l'importance de l'éducation occidentale comme un outil indispensable pour naviguer dans le monde nouveau imposé par la colonisation. Ils comprirent que pour défendre les intérêts de leur peuple face à l'administration française, il fallait maîtriser les codes et les connaissances de l'envahisseur. C'est ainsi que le jeune Dia fut envoyé à l'école locale de Yamoussoukro, une initiative audacieuse à une époque où l'école coloniale n'était pas toujours bien perçue par les populations traditionnelles, souvent vue comme un moyen d'aliéner les enfants de leur culture. Son parcours scolaire précoce fut remarquable. Il montra une intelligence vive,
une curiosité insatiable et une grande capacité d'adaptation. Les méthodes d'enseignement coloniales, basées sur la discipline et l'apprentissage par cœur, n'entamèrent pas son désir de savoir. En 1918, il fut admis à l'école primaire supérieure de Bingerville, la capitale coloniale d'alors, un établissement d'élite qui formait l'embryon de l'administration et des cadres africains au service de la France. C'est là qu'il excella, se distinguant par ses résultats académiques brillants. C'est également à cette période qu'il adopta le prénom de Félix, un prénom souvent associé à la chance et au bonheur, et qu'il ajouta Boigny à son nom. Boigny signifie bélier, en baoulé, un animal symbole de force, de détermination et de leadership. Ce nouveau nom, Félix Houphouët-Boigny, était donc déjà une affirmation de son identité, un mélange de l'héritage familial, de l'ouverture à la culture occidentale et d'une projection dans un rôle de leader. Ses années de formation à Bingerville furent cruciales. Il y côtoya des jeunes gens venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et d'autres colonies, élargissant ainsi sa vision du monde au-delà des frontières de son canton natal. Il y acquit non seulement des connaissances académiques solides, mais aussi une compréhension des mécanismes de l'administration coloniale, de ses forces et de ses faiblesses. Il développa ses compétences en rhétorique et en argumentation, des atouts qui lui seraient précieux dans sa future carrière politique. Son ambition, déjà palpable, se nourrissait de cette éducation d'excellence. En somme, l'enfance de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro fut un creuset d'influence. Les racines profondes de son héritage baoulé, l'immersion dans les coutumes traditionnelles et l'éducation au sein d'une chefferie influente lui donnèrent une légitimité et une sagesse ancrée. Parallèlement, son accès précoce à l'éducation coloniale de qualité lui ouvrit les portes d'un savoir moderne, lui permettant de maîtriser les outils et les codes du monde occidental. Cette dualité, cette capacité à puiser dans la tradition tout en embrassant la modernité, allait devenir la marque de fabrique de sa carrière. Loin d'être un simple enfant de village, le jeune Dia Houphouët était dès sa naissance prédestiné à jouer un rôle majeur, le destin de la Côte d'Ivoire commençant à se dessiner à travers les premiers pas de cet héritier prometteur. Son parcours était un exemple précoce de la complexité de l'identité africaine sous le joug colonial, où l'on devait naviguer entre plusieurs mondes pour forger un destin exceptionnel. La trajectoire de Félix Houphouët-Boigny, l'enfant de Yamoussoukro à l'ascendance prestigieuse et à l'intelligence précoce, prend une tournure inattendue et fondamentale lorsqu'il embrasse d'abord la profession de médecin, avant d'assumer, contre toute attente, les lourdes responsabilités de chef de canton. Cette dualité, entre modernité scientifique et tradition ancestrale, allait forger un leader unique, capable de naviguer entre deux mondes et d'en tirer le meilleur pour son peuple. Après ses études primaires brillantes à Bingerville, le jeune Félix se tourne vers des études supérieures qui le destinent à une carrière d'élite dans l'administration coloniale. En 1925, il intègre l'école de médecine de Dakar, une institution prestigieuse qui formait l'élite médicale africaine pour l'ensemble de l'Afrique occidentale française, AOF. Ce n'était pas seulement une école, c'était un creuset intellectuel où se côtoyaient les esprits les plus brillants de la jeunesse africaine, futurs leaders et bâtisseurs de nations. L'accès à cette école était extrêmement sélectif, réservé à une poignée de jeunes hommes exceptionnels. Ces années à Dakar furent cruciales. Il y acquiert une solide formation scientifique, apprenant les rudiments de la médecine occidentale, de la biologie, de l'hygiène publique et de la pharmacologie. La rigueur de la discipline médicale, la précision du diagnostic et la nécessité de l'empathie envers les patients affinèrent sa capacité d'analyse, son sens de l'observation et son humanisme. Il fut confronté aux maladies tropicales qui ravageaient les populations, aux conditions sanitaires précaires et aux souffrances quotidiennes. Cette expérience lui donna une compréhension concrète et directe des défis de santé publique auxquels était confrontée l'Afrique, une connaissance précieuse pour un futur homme d'État. En 1925, il obtient son diplôme de médecin africain, un titre qui le plaçait parmi une élite minuscule et respectée, dotée d'une expertise rare. Une fois diplômé, Félix Houphouët-Boigny entame sa carrière en tant que médecin auxiliaire dans diverses localités de la Côte d'Ivoire. Cette période fut une immersion profonde dans les réalités du pays.
De Dimbokro à Abangourou, en passant par Tumodi et Gagnoa, il parcourt les villages, soigne les malades, mène des campagnes de vaccination et de prévention. Il n'était pas un médecin de ville, mais un praticien de terrain, au contact direct des populations rurales, des paysans, des commerçants et des chefs traditionnels. Cette expérience lui permit de tisser des liens profonds avec les diverses ethnies du pays, de comprendre leurs coutumes, leurs langues, leurs attentes et leurs doléances face à l'administration coloniale. Le médecin était souvent le seul représentant de l'autorité coloniale à interagir directement et humainement avec les villageois, gagnant ainsi leur confiance et leur respect grâce à son savoir et sa compassion. Ce rôle d'homme qui guérit lui conféra une légitimité unique, une aura de bienveillance et de compétence qui dépassait son statut administratif. C'est au cours de cette carrière médicale qu'un événement imprévu mais déterminant va le pousser vers un nouveau destin. En 1939, son oncle, le puissant chef de canton Kwame Ngoran, décède. Selon la tradition baoulé, la succession de la chefferie est un enjeu majeur, et les regards se tournent vers l'héritier légitime le plus apte. Bien que Félix Houphouët-Boigny soit en pleine carrière médicale et représente la modernité, sa lignée et sa sagesse déjà reconnues le désignent comme le successeur naturel. Le dilemme était immense. Poursuivre une carrière prestigieuse et moderne ou embrasser un rôle traditionnel lourd de responsabilité et potentiellement en déclin face à l'administration coloniale. Contre toute attente pour l'époque, Félix Houphouët-Boigny accepte d'assumer cette charge. Il devient alors chef de canton des Akwem-Brati, une décision qui marque un tournant radical dans sa vie. Ce choix n'était pas un renoncement à la modernité, mais une stratégie. En devenant chef de canton, il se retrouvait à la tête d'une structure traditionnelle reconnue et respectée par son peuple, tout en étant l'interlocuteur obligé de l'administration coloniale. Ce positionnement unique lui offrait une plateforme exceptionnelle pour comprendre et naviguer dans les complexités du système colonial. Il devint le médiateur entre les exigences de l'administration française, impôts, corvées, travail forcé, et les réalités et aspirations de son peuple. Ce rôle de chef de canton fut une école de leadership et de diplomatie. Il apprit à gérer les conflits internes à sa communauté, à négocier avec les administrateurs coloniaux, à défendre les intérêts de son peuple face aux abus et aux discriminations. Il fut témoin direct des injustices du système colonial, notamment l'infâme travail forcé et les impôts arbitraires qui pesaient lourdement sur les populations africaines. Son expérience en tant que médecin lui avait déjà révélé les souffrances physiques. Son rôle de chef lui en fit prendre conscience de la dimension socio-économique et politique. Ces années furent décisives pour l'éclosion de sa conscience politique et son désir de changement. Le chef de canton Félix Houphouët-Boigny utilisait ses connaissances modernes et son statut traditionnel pour améliorer les conditions de vie de sa population. Il encourageait l'agriculture moderne, notamment la culture du cacao et du café, et plaidait pour de meilleures infrastructures. Il comprenait que le développement économique était la clé de l'émancipation de son peuple. Son autorité était basée sur le respect qu'il inspirait, fruit de sa sagesse, de son éducation et de son engagement au service de sa communauté. Ainsi, la transition de médecin à chef de canton ne fut pas une rupture, mais une continuité et un approfondissement de son engagement envers les populations. Le médecin avait guéri les corps, le chef allait panser les blessures sociales et économiques. Cette double casquette lui permit de comprendre les réalités africaines à la fois sous un angle scientifique et traditionnel, lui conférant une légitimité inégalée pour devenir plus tard le leader d'une nation en quête d'autonomie. C'est dans cette synthèse unique entre la modernité du savoir médical et la profondeur de la tradition chefale que se forgea la stature d'un homme destiné à de plus grandes responsabilités, un homme prêt à porter la voix des siens sur des scènes bien plus vastes. Ce fut le terrain fertile où son génie politique commença à éclore, le préparant à affronter les défis colossaux de la décolonisation. Ayant prouvé sa capacité à naviguer entre la modernité et la tradition en tant que médecin et chef de canton, Félix Houphouët-Boigny était désormais armé pour un combat d'une toute autre envergure, faire entendre la voix noire dans l'Assemblée blanche. Cette période marque son entrée fracassante sur la scène politique coloniale française, où il allait devenir un défenseur ardent des intérêts africains,
et un acteur clé de la lutte pour l'émancipation des peuples colonisés. Le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale fut un tournant majeur. La France, affaiblie par le conflit mais soucieuse de reconstruire son empire et de renforcer son influence, avait besoin de la participation de ses colonies. Pour cela, elle concéda quelques réformes. La plus significative fut la création de l'Assemblée constituante de 1945, chargée d'élaborer une nouvelle constitution pour la 4e République et d'intégrer des représentants des territoires d'outre-mer. C'était une première historique. Des Africains allaient siéger aux côtés des députés métropolitains à Paris. Pour Félix Houphouët-Boigny, c'était une opportunité inespérée de porter les doléances de son peuple directement au cœur du pouvoir colonial. Son élection comme député de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée constituante française en 1945 ne fut pas le fruit du hasard. Sa légitimité de chef de canton, sa réputation de médecin intègre et dévoué, et sa capacité à s'exprimer avec éloquence dans les deux mondes, traditionnel et moderne, en faisaient un candidat idéal. Il était soutenu par des associations agricoles naissantes, notamment le syndicat agricole africain, SAA, qu'il avait lui-même créé en 1944. Ce syndicat, regroupant des planteurs africains de cacao et de café, visait à défendre leurs intérêts économiques face aux colons et à lutter contre les discriminations. Le SAA fut le véritable tremplin politique de Houphouët-Boigny, lui offrant une base populaire et un réseau solide. Son élection marqua le début d'une ère nouvelle, où les Africains, par le biais de leurs représentants, allaient exiger plus que de simples concessions. Arrivé à Paris, Félix Houphouët-Boigny se retrouva dans un environnement politique majoritairement blanc, où les préjugés coloniaux étaient encore monnaie courante. Il fallait faire preuve d'une intelligence stratégique et d'un courage inouï pour s'imposer. Dès ses premières interventions, il ne tarda pas à démontrer une capacité oratoire exceptionnelle, une maîtrise des dossiers et une détermination inébranlable à défendre les intérêts de ses compatriotes. Il parlait avec une voix claire et posée, mais ses mots portèrent le poids de millions de vies africaines. Il n'était pas un agitateur révolutionnaire, mais un réformateur pragmatique, dont l'objectif principal était d'améliorer concrètement la vie de son peuple. Son combat le plus emblématique fut celui contre le travail forcé. Ce système, hérité de la colonisation, obligeait les Africains à travailler gratuitement pour l'administration ou pour des entreprises privées, dans des conditions souvent inhumaines, sur les chantiers, les routes ou dans les plantations. Pour Houphouët-Boigny, cette pratique était une abomination, une atteinte fondamentale à la dignité humaine. Son expérience de médecin lui avait révélé les souffrances physiques et psychologiques qu'elle infligeait. Son rôle de chef de canton lui avait montré ses effets dévastateurs sur les communautés. Avec une persévérance remarquable, il déposa une proposition de loi visant à abolir le travail forcé dans toutes les colonies françaises. Ce fut un combat ardu. Il fit face à une opposition féroce des colons et des intérêts économiques qui profitèrent de ce système. Les débats furent vifs, souvent teintés de paternalisme et de racisme. Mais Houphouët-Boigny ne lâcha rien. Il argumenta avec force, chiffres à l'appui, sur l'inefficacité économique et l'immoralité du système. Il rallia à sa cause des députés progressistes en métropole et mobilisa ses collègues africains. Son action culmine avec le vote, le 11 avril 1946, de la loi qui porte désormais son nom, la loi Houphouët-Boigny, abolissant définitivement le travail forcé dans les territoires français d'outre-mer. Ce fut une victoire retentissante, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble de l'Afrique francophone. Cette loi marqua un tournant majeur, symbolisant le début de la fin d'une ère d'exploitation brutale. Elle fit de Félix Houphouët-Boigny un héros national et continental, le père de l'abolition du travail forcé. Cette victoire lui conféra une immense légitimité et un prestige inégalé auprès des populations africaines. Elle démontra que la participation politique, même dans le cadre colonial, pouvait produire des résultats concrets. Fort de ce succès, il s'engagea plus avant dans la structuration du mouvement anticolonial. En 1946, il fonda le Rassemblement démocratique africain, RDA, un parti politique interterritorial qui regroupa la plupart des mouvements nationalistes d'Afrique de l'Ouest française. Le RDA devint rapidement la principale force politique africaine, une voix unie pour exiger plus de droits et d'autonomie.
Houphouët-Boigny en fut le président fondateur, consolidant ainsi son statut de leader panafricain. Au sein de l'Assemblée nationale française, il continua à défendre avec acharnement les droits des Africains, égalité des salaires, accès à l'éducation, droit de vote, participation aux affaires publiques. Il fut le porte-parole des aspirations d'un continent en ébullition, conscient de sa force et de son droit à disposer de lui-même. Ses interventions étaient toujours mesurées, pragmatiques, mais empreintes d'une dignité inébranlable. Il cherchait à construire des ponts, à convaincre par la raison plutôt que par la confrontation violente, une approche qui allait devenir sa marque de fabrique. Les années passées à Paris furent une école de diplomatie et de stratégie politique. Il apprit à manier les arcanes du pouvoir métropolitain, à identifier ses alliés potentiels et à neutraliser ses adversaires. Il comprit que le chemin de l'indépendance ne passerait pas forcément par la lutte armée, mais par une négociation habile, une construction progressive de l'autonomie et une collaboration pragmatique avec la puissance coloniale. Cette approche, souvent critiquée par des nationalistes plus radicaux, allait définir sa voie vers la décolonisation. En somme, l'épisode de La Voix noire dans l'Assemblée blanche fut une étape fondatrice dans la carrière de Félix Houphouët-Boigny. Il démontra son courage, son intelligence et son leadership en abolissant le travail forcé, en fondant le RDA et en devenant le champion des droits africains. Ce fut la période où il passa du statut de chef local à celui de leader continental, préparant le terrain pour la prochaine étape cruciale, la marche de l'Afrique francophone vers son indépendance. Il incarnait alors l'espoir de millions d'Africains, la preuve vivante que leur voix pouvait non seulement être entendue, mais aussi changer le cours de l'histoire. La victoire emblématique contre le travail forcé et la fondation du Rassemblement démocratique africain, RDA, avait solidement établi Félix Houphouët-Boigny comme le leader incontesté du mouvement nationaliste en Afrique de l'Ouest française. Son parcours politique allait désormais s'orienter résolument vers l'indépendance, une quête qu'il mènerait avec une conviction inébranlable, mais selon une stratégie singulière, celle de l'obtenir sans guerre ni sang. Cette approche pragmatique et pacifique, souvent appelée oufouettisme, marqua profondément le processus de décolonisation de la Côte d'Ivoire et, par extension, de plusieurs autres États d'Afrique francophone. Après les victoires initiales à l'Assemblée française, Houphouët-Boigny et le RDA se retrouvèrent face à un dilemme stratégique. Fallait-il poursuivre une confrontation radicale avec la puissance coloniale, risquant des représailles violentes comme ce fut le cas dans d'autres colonies, ou fallait-il opter pour une voie de négociation et de partenariat progressif? L'expérience passée d'Houphouët-Boigny en tant que chef de canton et sa connaissance des arcanes du pouvoir français le poussèrent vers la seconde option. Il était convaincu que l'Afrique post-coloniale aurait besoin de la France pour son développement et qu'une rupture violente ne mènerait qu'à l'instabilité et à la destruction. Son pragmatisme était teinté d'une vision à long terme. Il préférait le chemin patient de la diplomatie à celui du conflit armé, arguant que l'indépendance gagnée par le sang laisserait des cicatrices profondes et entraverait la construction nationale. Cette conviction le mena à opérer un virage stratégique majeur au début des années 1950. Initialement affilié au Parti communiste français, PCF, à l'Assemblée, le RDA, sous son impulsion, rompit progressivement ses liens avec les communistes. Cette alliance avait été stratégique mais risquée, car elle avait valu au RDA et à ses leaders la répression de l'administration coloniale. La période de 1948 à 1950 fut marquée par une répression brutale des militants du RDA en Côte d'Ivoire, culminant avec les massacres de Dimbokro et de Bouaflé. Houphouët-Boigny réalisa que cette confrontation directe était coûteuse en vies humaines et ne servait pas les intérêts de son peuple. Le tournant intervint en 1950 avec sa décision de s'affilier au groupe parlementaire de l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR, un parti centriste et non communiste. Ce virage politique, souvent appelé la paix des braves ou le tournant du 1er mai, fut une décision audacieuse et controversée, mais qui s'avéra déterminante. Il s'agissait de nouer une collaboration constructive avec la France, de négocier les étapes vers l'autonomie et l'indépendance, plutôt que de les exiger par la force. Pour ses détracteurs, c'était une compromission avec le colonialisme.
Pour Houphouët-Boigny, c'était une stratégie réaliste pour éviter un bain de sang et assurer un développement économique futur. Cette nouvelle approche eut des conséquences immédiates et profondes. Le climat de répression s'apaisa et le RDA put reprendre ses activités politiques plus librement. Félix Houphouët-Boigny devint un interlocuteur privilégié des gouvernements français successifs. Son influence à Paris grandit. Il occupa d'importantes fonctions ministérielles au sein de gouvernements français. Ministre délégué à la présidence du Conseil, 1956-1957. Ministre d'État, 1957-1958. Ministre de la Santé publique, 1958-1959, puis ministre d'État chargé des Affaires africaines et malgaches, 1959-1961. Ces postes lui permirent d'être au cœur des décisions concernant les colonies, d'influencer directement la politique française et de préparer en interne le terrain pour l'autonomie. Le moment clé de cette marche vers l'indépendance fut la loi-cadre Defferre de 1956. Cette loi octroyait une large autonomie interne aux territoires d'outre-mer, créant des assemblées territoriales élues au suffrage universel et des conseils de gouvernement dirigés par des vice-présidents africains. Félix Houphouët-Boigny joua un rôle déterminant dans l'élaboration et le vote de cette loi, qu'il considérait comme une étape cruciale vers l'autonomie. Elle permit aux Africains de prendre en main la gestion de leurs affaires intérieures, de former leurs propres cadres administratifs et de se préparer concrètement à l'exercice de la souveraineté. Il devint le premier président du Conseil de gouvernement de la Côte d'Ivoire en 1957. Lorsque le général de Gaulle revint au pouvoir en 1958 et proposa la création de la Communauté française, une association des États africains avec la France, Félix Houphouët-Boigny fut l'un de ses plus fervents partisans. Il voyait dans cette communauté une étape logique et bénéfique. Elle garantissait la souveraineté interne des États africains, tout en maintenant un lien privilégié avec la France pour la défense, la diplomatie et l'aide au développement. Face à des leaders comme Sékou Touré de Guinée, qui opta pour un non retentissant au référendum de 1958 et une indépendance immédiate mais solitaire, Houphouët-Boigny prôna le oui. Son choix de la communauté était motivé par le souci de préserver les liens économiques et d'assurer une transition en douceur, sans les traumatismes d'une rupture brutale. La Côte d'Ivoire vota massivement oui et choisit la voie de la coopération. Cependant, l'évolution rapide du contexte international, avec la pression des Nations Unies et la marche inévitable de l'histoire, poussa la France à accorder les indépendances complètes dès 1960. Là encore, Houphouët-Boigny sut s'adapter avec pragmatisme. Il devint l'un des artisans des accords qui menèrent à l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Une indépendance obtenue non pas par la lutte armée et le sacrifice de vies humaines, mais par la négociation, la diplomatie et une collaboration stratégique avec l'ancienne puissance coloniale. Ce chemin vers l'indépendance, sans guerre ni sang, fut la marque distinctive de Félix Houphouët-Boigny. Il était convaincu que la paix était la condition sine qua non du développement. Son approche, souvent qualifiée de progressisme réaliste, le distinguait des leaders révolutionnaires de son temps. Il privilégiait le compromis et le dialogue à la confrontation, la construction progressive à la table des négociations aux éclats de la rébellion. Cette voie fut celle de la Côte d'Ivoire, et elle permit au pays de connaître une stabilité politique relative et un essor économique notable dans les premières décennies post-indépendance, contrastant parfois avec le destin plus tumultueux d'autres nations africaines. Ce fut une stratégie audacieuse, qui eut ses détracteurs mais qui, pour Houphouët-Boigny, était la seule viable pour l'avenir de son peuple. Elle définissait le vieux, comme on l'appelait affectueusement, comme un homme d'État profondément attaché à la paix, à la prospeisance et à la dignité, qu'il croyait réalisable par la sagesse et la négociation, plutôt que par la violence et le sacrifice. Son combat n'était pas moins intense, mais son arme était la diplomatie et son champ de bataille, les couloirs du pouvoir. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, proclamée le 7 août 1960 et obtenue sans le fracas des armes, fut le couronnement de la stratégie patiente et pragmatique de Félix Houphouët-Boigny. Cet événement majeur le propulsa naturellement au rang de père de la nation ivoirienne, une stature qu'il allait incarner avec autorité et vision pendant plus de 30 ans. Cette période fut celle de la construction d'un État moderne,
la consolidation d'un pouvoir central fort et la mise en œuvre d'une politique de développement ambitieuse, même si elle ne fut pas exempte de défis et de controverses. Dès l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny fut investi des pleins pouvoirs. Il devint le premier président de la République de Côte d'Ivoire, un rôle qu'il assuma avec une autorité incontestable. Sa première tâche fut de bâtir les fondations d'un État souverain. Il s'attela à la création des institutions républicaines, une constitution, un gouvernement, une administration, une armée, une diplomatie. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, héritier du RDA qu'il avait fondé, devint le parti unique de fait, puis de droit, garantissant une stabilité politique et une cohésion nationale sous sa direction. Ce choix du parti unique, commun à de nombreux États africains de l'époque, était justifié par Houphouët-Boigny comme une nécessité pour consolider l'unité nationale naissante, éviter les divisions ethniques ou régionales et concentrer les énergies sur le développement. Il considérait la démocratie multipartite comme un luxe inadapté aux jeunes nations africaines confrontées à d'immenses défis de construction et de cohésion. La consolidation du pouvoir fut une priorité absolue. Fort de son charisme, de sa légitimité historique, celle du vainqueur du travail forcé et du père de l'indépendance pacifique, et de son réseau politique étendu, Houphouët-Boigny établit un régime présidentiel fort où la plupart des pouvoirs étaient concentrés entre ses mains. Il s'entoura de collaborateurs compétents, mais la décision finale lui revenait toujours. Les voix dissidentes, si elles existaient, étaient souvent rapidement étouffées, soit par la persuasion, soit par des mesures plus autoritaires. Des complots réels ou supposés, des tentatives de coup d'État furent rapportées et déjouées, renforçant la conviction du président que seule une main de fer pouvait garantir la stabilité nécessaire au développement. Cette centralisation du pouvoir fut un élément clé de sa gouvernance, permettant une prise de décision rapide et une mise en œuvre efficace de ses politiques. Sur le plan économique, Félix Houphouët-Boigny adopta une politique résolument libérale et capitaliste, rompant avec les modèles socialistes adoptés par certains de ses voisins. Il misait sur l'agriculture d'exportation, en particulier le cacao et le café, dont la Côte d'Ivoire était devenue un producteur majeur. Sa célèbre formule « La terre enrichit la terre » illustrait sa conviction que la richesse de la nation devait avant tout venir de l'exploitation rationnelle de ses ressources naturelles, et notamment de son secteur agricole. Il encouragea massivement la production, attira les investissements étrangers et développa les infrastructures nécessaires à l'exportation. Cette politique, parfois appelée le miracle ivoirien, conduisit à une croissance économique spectaculaire dans les 2 premières décennies de l'indépendance. La Côte d'Ivoire devint un îlot de prospérité en Afrique de l'Ouest, attirant des milliers de travailleurs des pays voisins. La classe paysanne, pilier de sa base électorale, bénéficia grandement de cette politique. L'éducation et la santé furent également des priorités majeures du nouveau régime. Le président, ancien médecin, comprenait l'importance de ces secteurs pour le développement humain. Il lança de vastes programmes de construction d'écoles, d'hôpitaux et de dispensaires à travers tout le pays. L'alphabétisation fut encouragée et l'accès à l'enseignement supérieur s'élargit, formant les cadres nationaux nécessaires à l'administration et à l'économie. La santé publique, sous son impulsion, fit des progrès considérables, contribuant à améliorer l'espérance de vie et à réduire la mortalité infantile. Ces investissements massifs dans le capital humain reflétaient sa vision d'un développement global, où la prospérité économique devait s'accompagner du bien-être social de la population. La politique étrangère de Félix Houphouët-Boigny fut marquée par un pragmatisme constant et une relation privilégiée avec la France. Il cultivait une amitié personnelle avec le général de Gaulle, une relation qui se traduisait par une coopération économique, militaire et culturelle étroite entre les 2 pays. Cette France-Afrique, houphouëtienne, fut souvent critiquée, mais le président y voyait un partenariat bénéfique et nécessaire pour le développement de son pays. Il croyait en l'interdépendance des nations et rejetait l'isolement. Il fut également un ardent défenseur de la coopération régionale africaine, mais toujours dans le respect des souverainetés nationales, rejetant les projets d'intégration politique trop poussés
qu'il jugeait prématurée. Son concept de dialogue avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, bien que très controversé, était aussi une illustration de sa philosophie diplomatique. Chercher la discussion même avec l'adversaire, plutôt que la confrontation systématique. Cependant, les années de pouvoir de Félix Houphouët-Boigny ne furent pas sans leur part d'ombre et de critique. Le parti unique, s'il garantissait la stabilité, étouffait aussi la pluralité des opinions et la liberté d'expression. L'enrichissement de certains cadres du régime, liés aux opportunités du miracle ivoirien, souleva des questions sur l'équité de la redistribution des richesses. La dépendance excessive à l'égard du cacao et du café rendait l'économie vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux, un problème qui se manifesterait douloureusement dans les années 80. L'afflux massif de travailleurs étrangers, bien que bénéfique pour l'économie, allait aussi semer les graines de tensions sociales et identitaires futures. Mais pour ses partisans, ces aspects négatifs étaient le prix à payer pour la paix et le développement que le pays connaissait. En tant que père de la nation, Félix Houphouët-Boigny construisit une Côte d'Ivoire moderne, prospère et stable, du moins pour une longue période. Sa vision du développement économique par l'agriculture, son pragmatisme politique, son autorité incontestée et sa capacité à naviguer les complexités des relations internationales ont fait de lui l'un des leaders les plus influents de l'Afrique post-indépendance. Il a laissé une empreinte indélébile sur l'identité de la Côte d'Ivoire, définissant les contours d'une nation prospère et pacifique, bâtie sur les fondations qu'il avait lui-même posées, avec une main de fer et une vision claire. Sa figure restait tutélaire, une présence omniprésente dans la vie de chaque Ivoirien, le garant de l'ordre et du progrès. La période suivant l'indépendance de la Côte d'Ivoire et l'affirmation de Félix Houphouët-Boigny comme son premier président fut celle d'une ambition démesurée. Faire du jeune État africain une nation prospère, moderne et unie. Cette vision se concrétisa par des politiques audacieuses qui firent du vieux un véritable bâtisseur, non seulement d'infrastructures physiques comme les routes et les écoles, mais aussi d'une architecture sociale complexe et souvent fragile, axée sur la paix sociale. Dès les premières années de son mandat, Houphouët-Boigny comprit que le développement économique, qu'il plaçait au cœur de son projet national, nécessitait des infrastructures solides. C'est ainsi que fut lancée une politique volontariste de construction de routes. Le réseau routier ivoirien, déjà relativement développé à la fin de la période coloniale, fut considérablement étendu et modernisé. Des autoroutes reliaient les grandes villes aux zones de production agricole, facilitant l'acheminement du cacao, du café et des autres produits d'exportation vers le port d'Abidjan. Ces routes n'étaient pas que des voies de transport, elles étaient des artères vitales, connectant les régions, fluidifiant le commerce intérieur et favorisant les échanges humains. Elles symbolisaient la volonté du président de désenclaver le pays, d'intégrer les populations rurales dans l'économie nationale et de jeter les bases d'une économie moderne. Les efforts ne se limitèrent pas aux routes principales, mais s'étendirent aux pistes secondaires, permettant aux agriculteurs d'accéder plus facilement aux marchés et aux services. L'amélioration des infrastructures de transport fut un facteur clé du miracle ivoirien. Parallèlement, l'investissement dans l'éducation fut colossal. Ancien élève brillant et conscient de la valeur du savoir, Houphouët-Boigny fit de l'accès à l'école une priorité nationale. Des milliers de salles de classe furent construites à travers le pays, des écoles primaires au lycée, et l'université d'Abidjan fut considérablement développée pour former les futurs cadres de la nation. L'objectif était clair, doter la Côte d'Ivoire d'une élite intellectuelle et technique capable de gérer les affaires de l'État et de propulser le développement économique. Le taux de scolarisation augmenta de manière significative, ouvrant des perspectives nouvelles pour des générations d'Ivoiriens. Il croyait fermement que l'éducation était la clé de l'émancipation individuelle et collective, un investissement essentiel pour l'avenir de la nation. Des écoles de formation professionnelle furent également créées pour répondre aux besoins spécifiques de l'économie en croissance, assurant une adéquation entre la formation et les opportunités d'emploi. L'accent fut mis sur la qualité de l'enseignement, avec des programmes adaptés et des enseignants qualifiés. L'accès à la santé fut une autre pierre angulaire de sa politique de bâtisseur. L'ancien médecin qu'il était
ne pouvait ignorer les fléaux sanitaires qui affectaient la population. Des hôpitaux modernes furent érigés dans les grandes villes et un réseau dense de dispensaires fut mis en place dans les zones rurales, rendant les soins de santé plus accessibles. Des campagnes de vaccination massives furent organisées et l'assainissement fut amélioré dans de nombreuses localités. Ces efforts contribuèrent à une nette amélioration des indicateurs de santé publique, réduction de la mortalité infantile, augmentation de l'espérance de vie et meilleure gestion des épidémies. Ces réalisations tangibles participèrent à forger l'image d'un président soucieux du bien-être de son peuple. Mais au-delà des infrastructures matérielles, le plus grand chantier de Félix Houphouët-Boigny fut la construction d'une paix sociale durable dans un pays multiethnique et multiconfessionnel. La Côte d'Ivoire est une mosaïque de plus de 60 groupes ethniques, avec des populations venues des pays voisins attirées par le miracle ivoirien. Maintenir la cohésion dans cette diversité était un défi colossal, surtout après les tensions de la période coloniale. Houphouët-Boigny développa une politique d'intégration et d'équilibre, favorisant le dialogue interethnique et veillant à une répartition des rôles et des ressources qui, du moins en apparence, visait à éviter la frustration des uns au profit des autres. Sa stratégie reposait sur plusieurs piliers: le dialogue et le consensus. Le président était un maître de la palabre, héritier des traditions baoulées. Il privilégiait le dialogue, la discussion longue et patiente, pour désamorcer les tensions et trouver des compromis acceptables par tous. Il était connu pour sa capacité à écouter, à persuader et à rallier les diverses factions autour d'une vision commune de la nation. L'intégration nationale. Il encouragea les mariages interethniques, la mixité dans l'administration et l'armée, et une politique d'urbanisation qui mélangeait les populations dans les villes. L'objectif était de créer une identité ivoirienne forte qui transcenderait les appartenances ethniques. La prospérité partagée, ou perçue comme telle, le miracle ivoirien, avec sa croissance économique rapide, offrait des opportunités pour de nombreux Ivoiriens. Même si les richesses n'étaient pas toujours équitablement réparties, le sentiment général de progrès économique contribuait à apaiser les tensions sociales et à donner à chacun l'espoir d'une amélioration de sa condition. La gestion de la question foncière, un point crucial dans un pays agricole, était la gestion des terres. L'arrivée massive de travailleurs immigrés dans les zones de production créait des tensions avec les populations autochtones. Houphouët-Boigny tenta de gérer cette question avec pragmatisme, souvent en faveur des planteurs autochtones, mais sans ignorer l'apport de la main-d'œuvre étrangère. Cette question resterait une bombe à retardement, mais il sut maintenir un équilibre précaire pendant son règne. Un État fort mais protecteur, bien qu'autoritaire par le régime du parti unique, le pouvoir d'Houphouët-Boigny était perçu par beaucoup comme bienveillant, un père qui veillait sur ses enfants. Cette image paternaliste, soigneusement construite, renforçait la cohésion autour de sa personne et de son projet. Ces politiques de bâtisseur, qu'elles soient infrastructurelles ou sociales, firent de la Côte d'Ivoire un modèle de développement et de stabilité en Afrique de l'Ouest pendant plusieurs décennies. Le pays se modernisa à un rythme impressionnant, et la paix sociale, bien que parfois fragile et maintenue par une main ferme, permit d'éviter les conflits ethniques ou régionaux qui déchiraient d'autres nations africaines. La figure d'Houphouët-Boigny, le vieux, était indissociable de cette période faste, le garant de la prospérité et de la concorde. Cependant, cette construction n'était pas sans faille. La centralisation excessive du pouvoir, le culte de la personnalité et l'absence de véritable pluralisme politique masquèrent des frustrations latentes. La dépendance à l'égard des cours mondiaux des matières premières rendait la prospérité vulnérable, et la question de l'intégration des populations étrangères, non résolue en profondeur, allait ressurgir avec violence après son départ. Mais, au moment de son règne, l'image du bâtisseur prévalait, celle d'un homme qui par sa vision, sa patience et son autorité avait transformé un jeune État en un exemple de développement, de routes modernes, d'écoles florissantes et surtout d'une paix sociale chèrement acquise et jalousement gardée. Son œuvre physique et sociale est restée visible, marquant le paysage et la société ivoirienne pour les décennies à venir.
Après avoir solidement ancré la Côte d'Ivoire dans le développement économique et la stabilité sociale, les décennies suivantes du règne de Félix Houphouët-Boigny furent les années de pouvoir absolu, une période d'affirmation nationale, mais aussi de défis croissants, où l'ombre et la lumière de sa gouvernance se sont inextricablement mêlées. Cette phase, allant de la fin des années 1970 jusqu'à sa disparition en 1993, fut marquée par la persistance de son autorité, l'éclat de ses ambitions de bâtisseur, mais aussi par les prémices de crises économiques, l'étouffement des voix dissidentes et les interrogations sur la pérennité de son modèle. L'une des facettes les plus lumineuses de cette période fut la poursuite de l'œuvre de développement et l'affirmation de la Côte d'Ivoire comme une puissance économique régionale. Fort des revenus du cacao et du café, le pays continua à investir massivement dans les infrastructures. Les routes et ponts continuaient de se construire, le port d'Abidjan se modernisait et des projets ambitieux voyèrent le jour. La Côte d'Ivoire était perçue comme un modèle de réussite économique en Afrique de l'Ouest, attirant les investissements étrangers et une main-d'œuvre abondante venue des pays voisins. Le taux de croissance était impressionnant, le niveau de vie de la population s'améliorait constamment et les centres urbains, notamment Abidjan, connaissaient une effervescence et une modernité sans précédent sur le continent. Cette prospérité relative fut la vitrine du régime et le principal argument d'Houphouët-Boigny pour justifier sa politique et son maintien au pouvoir. La lumière brillait également à travers une certaine stabilité politique, souvent absente dans d'autres pays africains post-indépendance. La Côte d'Ivoire ne connut pas de coups d'État militaires récurrents ou de guerres civiles majeures durant son règne. Le régime du parti unique, le PDCI-RDA, avec Houphouët-Boigny à sa tête, assurait une unité de façade et une cohésion politique. Le président, avec sa sagesse reconnue et son sens aigu de la diplomatie interne, parvenait à désamorcer les tensions ethniques ou régionales par la palabre, le compromis et une répartition parfois clientéliste des postes et des avantages. Il était le vieux, le garant de l'équilibre et de l'ordre, une figure tutélaire dont l'autorité incontestée était acceptée par la majorité de la population. Cependant, à mesure que les années passaient, l'ombre commença à s'étendre sur ce tableau idyllique. Le maintien prolongé du pouvoir centralisé et du parti unique, s'il avait été justifié au début de l'indépendance pour consolider la nation, commença à montrer ses limites. L'absence d'alternance politique et de véritables débats démocratiques entraînait un certain immobilisme et un manque de renouvellement des idées. La dissidence était étouffée, les critiques muselées et le culte de la personnalité du président, déjà présent, s'accentua. Les voix dissidentes, qu'elles soient issues de la société civile, des milieux universitaires ou de la diaspora, étaient souvent réprimées, et les tentatives de créer des mouvements politiques alternatifs furent systématiquement contrées. Cette absence de pluralisme politique créait une chape de plomb sur la vie intellectuelle et citoyenne. La principale zone d'ombre fut cependant d'ordre économique. À partir du milieu des années 1970 et surtout au début des années 1980, la Côte d'Ivoire fut frappée de plein fouet par la chute des cours mondiaux du cacao et du café, ses principales sources de revenus. Le miracle ivoirien, fondé sur une monoculture d'exportation et une forte dépendance vis-à-vis des marchés internationaux, se révéla vulnérable. Les recettes de l'État s'effondrèrent, entraînant une crise économique profonde, une augmentation de l'endettement et des mesures d'austérité drastiques imposées par les institutions financières internationales. Les salaires furent gelés ou réduits, les investissements publics ralentirent et le chômage augmenta, brisant le rêve de prospérité continue pour de nombreux Ivoiriens. Cette crise économique mit en lumière les fragilités structurelles du modèle de développement choisi et alimenta un mécontentement social grandissant. Le mécontentement, longtemps latent, commença à se manifester publiquement à la fin des années 1980. Les étudiants, les universitaires et les syndicalistes furent les premiers à briser le silence, exigeant des réformes politiques, le multipartisme et une meilleure gouvernance. Des grèves et des manifestations, rares jusque-là, éclatèrent dans les grandes villes. Confronté à cette contestation sans précédent, Félix Houphouët-Boigny, initialement réticent, dut se résoudre à des concessions. En 1990, sous la pression populaire et internationale,
il accepta l'instauration du multipartisme et la légalisation des partis d'opposition. Ce fut un tournant majeur, marquant la fin de l'ère du parti unique et ouvrant une nouvelle page de l'histoire politique ivoirienne. Cependant, même avec le multipartisme, la transition fut difficile. Le PDCI, fort de ses décennies au pouvoir et de son réseau, resta la force dominante. Houphouët-Boigny, malgré son âge avancé, se représenta à l'élection présidentielle de 1990 et fut réélu, bien que le scrutin fût entaché de controverses et de soupçons d'irrégularité. Le vieux restait le maître incontesté, mais le pays avait changé. Les débats étaient plus vifs, la presse plus libre et les voix critiques plus nombreuses. Ces dernières années de pouvoir furent aussi celles où l'image du président devint plus complexe. Admiré pour son génie politique et sa vision de bâtisseur, il fut aussi critiqué pour son autoritarisme, son culte de la personnalité et l'accumulation de richesses par certains de ses proches. Le gigantesque projet de Yamoussoukro, avec sa basilique démesurée, devint un symbole de cette démesure et des priorités contestées. L'éclat de son règne commençait à être terni par les questions de succession et les tensions latentes qui s'accumulaient sous le vernis de la paix sociale. En somme, les années de pouvoir de Félix Houphouët-Boigny furent une période paradoxale, mêlant habilement lumière et ombre. La lumière de la prospérité économique initiale, de la stabilité politique et de la construction nationale, mais aussi l'ombre d'un pouvoir de plus en plus solitaire, des crises économiques, de l'étouffement des libertés et des défis non résolus qui allaient ressurgir après son départ. Cette période finale de son règne révéla la complexité de son héritage, celle d'un homme d'État hors norme, à la fois visionnaire et parfois autocratique, dont les décisions ont façonné la Côte d'Ivoire pour des décennies, mais dont la postérité jugerait différemment les aspects de son long et incontestable règne. Il demeurait le patriarche, mais les fissures de son système commençaient à apparaître. Au cœur du long règne de Félix Houphouët-Boigny, l'ambition de transformer son village natal, Yamoussoukro, en une capitale majestueuse et moderne s'est imposée comme le symbole le plus éclatant, mais aussi le plus controversé, de sa vision et de son pouvoir. Ce projet colossal, culminant avec la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix, fut à la fois l'incarnation d'un rêve royal et le signe d'une démesure qui allait marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis son accession au pouvoir, Yamoussoukro n'avait jamais cessé d'occuper une place particulière dans l'esprit du président. Né dans ce modeste village baoulé, Houphouët-Boigny y avait des attaches profondes, spirituelles et familiales. Il y retournait régulièrement, y recevant dignitaires et citoyens pour des palabres traditionnelles. Pour lui, le transfert de la capitale d'Abidjan vers Yamoussoukro n'était pas seulement une décision administrative. C'était un acte de recentrage, un retour aux sources, un hommage à ses origines et à son peuple. Il voulait que le cœur politique et symbolique de la Côte d'Ivoire se trouve dans l'intérieur du pays, loin de l'effervescence et de la modernité parfois déracinante d'Abidjan, qu'il considérait trop occidentale. Ce projet portait en lui une dimension mystique et personnelle, un héritage qu'il voulait laisser à sa terre natale. Le projet de Yamoussoukro débuta modestement après l'indépendance, avec l'amélioration des infrastructures et la construction de résidences. Mais c'est à partir des années 1970 et surtout 1980, au zénith du miracle ivoirien et de la rente du cacao, que le projet prit une ampleur démesurée. Des milliards de francs CFA, à l'époque, furent investis pour transformer le village en une ville moderne, dotée d'infrastructures dignes d'une capitale. Des routes larges et impeccables furent tracées, souvent peu fréquentées, des hôtels de luxe furent érigés pour accueillir les dignitaires, des universités et des écoles prestigieuses furent construites, ainsi qu'un immense palais présidentiel au milieu d'un lac artificiel où évoluaient des crocodiles sacrés. Yamoussoukro devint le symbole de la puissance et de la prospérité ivoirienne sous le règne d'Houphouët-Boigny, un témoignage architectural de sa vision pour le pays. Au centre de ce rêve royal se dressa le projet le plus audacieux et le plus controversé, la basilique Notre-Dame de la Paix, initiée au milieu des années 1980 et consacrée en 1990 par le pape Jean-Paul II. Cette basilique est une réplique, en plus grand, de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ses dimensions sont gargantuesques,
une hauteur de 158 mètres, une superficie de 30 000 mètres carrés et une capacité d'accueil de 18 000 fidèles. Elle fut construite avec des matériaux nobles et coûteux, venus du monde entier, et ses vitraux fabriqués en France sont parmi les plus grands du monde. Le coût de sa construction est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, le chiffre exact reste sujet à débat, un montant colossal pour un pays en développement qui commençait déjà à ressentir les effets de la crise économique. La basilique était le point culminant de la vision du vieux. Pour Houphouët-Boigny, fervent catholique, elle était un acte de foi personnel, un ex-voto pour la paix et la prospérité de son pays et de l'Afrique. Il la voyait comme un symbole de la spiritualité de l'homme, un lieu de prière pour la paix universelle. Elle devait, selon lui, attirer des pèlerins du monde entier et placer la Côte d'Ivoire sur la carte spirituelle internationale. Il la considérait comme un cadeau à l'Église catholique et à l'humanité, une contribution de l'Afrique à la grandeur du christianisme. Cependant, la basilique de Yamoussoukro suscita une vive polémique, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Les critiques s'élevèrent contre la démesure du projet et son coût exorbitant, jugés indécents face à la pauvreté persistante d'une partie de la population ivoirienne et à l'endettement croissant du pays. Alors que les cours du cacao et du café chutaient et que la Côte d'Ivoire s'enfonçait dans une crise économique, l'édification d'un tel monument était perçue par beaucoup comme une aberration, une dépense somptuaire qui aurait pu être mieux utilisée pour les besoins essentiels de la population. Écoles, hôpitaux, infrastructures de base. La question de la légitimité d'une telle construction dans un pays où les musulmans étaient aussi nombreux que les chrétiens fut également soulevée. Les détracteurs y virent un caprice de vieux dirigeants, un monument à sa propre gloire plutôt qu'à celle de la nation. La défense du président était constante. Il affirmait avoir financé la basilique sur sa fortune personnelle, sans ponctionner les deniers de l'État, un argument qui ne convainquit pas tous ses opposants, la distinction entre sa fortune privée et les fonds de l'État étant souvent floue sous un régime aussi centralisé. Il arguait que le bâtiment serait un investissement à long terme pour le tourisme spirituel et la renommée internationale de la Côte d'Ivoire, et que sa grandeur inspirerait le peuple. Yamoussoukro, la basilique incluse, devint ainsi un symbole ambivalent du règne de Houphouët-Boigny. D'un côté, elle incarnait son rêve de grandeur pour la Côte d'Ivoire, sa capacité à réaliser des projets titanesques et son aspiration à la modernité. De l'autre, elle représentait la démesure d'un pouvoir personnel, le coût exorbitant d'une vision unilatérale et l'illustration des priorités parfois décalées d'un chef d'État vieillissant. La ville, avec ses infrastructures surdimensionnées et sa basilique géante, restait souvent vide, contrastant avec l'animation bouillonnante et surpeuplée d'Abidjan. En fin de compte, Yamoussoukro et sa basilique demeurent le reflet architectural de Félix Houphouët-Boigny lui-même. Un homme de grandes ambitions, profondément attaché à ses racines, doté d'une vision forte pour son pays, mais dont la grandeur s'est parfois mêlée à une certaine hubris. Ce rêve royal est un héritage complexe, une lumière aveuglante qui projette aussi de longues ombres sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, rappelant la nature parfois paradoxale du pouvoir et des visions des grands hommes. La basilique, silencieuse et imposante, continue de dominer la savane, un monument à la fois d'un homme et aux questions éternelles sur l'utilisation du pouvoir et des ressources nationales. Derrière l'homme d'État inflexible, le vieux bâtisseur de nations et le leader charismatique, se cachait une figure plus intime et complexe, celle de Félix Houphouët-Boigny dans sa vie privée, marquée par une profonde spiritualité et, avec l'avancée en âge, une certaine solitude du vieux sage. Ces dimensions moins publiques de son existence sont essentielles pour comprendre l'homme qui a façonné le destin de la Côte d'Ivoire pendant plus de 3 décennies. La vie privée de Houphouët-Boigny, bien que souvent protégée des projecteurs, fut celle d'un homme enraciné dans les traditions de son peuple, mais aussi ouvert aux codes de la modernité. Il fut marié à Thérèse Houphouët-Boigny, une femme discrète mais influente, qui l'accompagna tout au long de sa carrière politique. Ensemble, ils formèrent un couple emblématique de la première République ivoirienne, incarnant une certaine idée de la dignité et de la retenue. Thérèse joua un rôle de soutien essentiel, organisant la vie familiale et protégeant l'intimité du président,
tout en participant à des œuvres sociales. Le couple eut plusieurs enfants, mais la question de la succession dynastique, bien que parfois évoquée, ne fut jamais une voie privilégiée par Houphouët-Boigny, qui croyait davantage à la légitimité politique qu'à l'héritage familial direct pour le pouvoir. Sa vie familiale, comme celle de nombreux chefs d'État, était soumise aux contraintes des responsabilités publiques, mais il cultivait des moments de ressourcement dans l'intimité de son foyer à Yamoussoukro, loin des tumultes d'Abidjan. En tant que Baoulé, Félix Houphouët-Boigny était profondément attaché aux traditions ancestrales et à la richesse culturelle de son ethnie. Malgré son éducation occidentale et sa conversion au catholicisme, il n'a jamais renié ses origines. Il participait aux rituels traditionnels, aux palabres avec les anciens de son village, et maintenait des liens étroits avec la chefferie. Cet ancrage dans la culture baoulée lui conférait une légitimité supplémentaire aux yeux d'une grande partie de la population rurale et traditionnelle. Il comprenait les symboles, les codes et les valeurs de son peuple, ce qui lui permettait de communiquer avec eux de manière authentique et de maintenir un lien de confiance, même lorsque ses décisions pouvaient paraître éloignées des préoccupations immédiates des villageois. Son palais de Yamoussoukro, avec ses ornements traditionnels et ses crocodiles sacrés, était un témoignage tangible de cette dualité, un pont entre le passé et le présent. La spiritualité de Félix Houphouët-Boigny fut une composante essentielle de sa personnalité et de sa gouvernance. Catholique fervent, il ne cachait pas sa foi et la considérait comme un guide moral dans sa vie et ses décisions politiques. La construction de la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, au-delà de la polémique qu'elle a suscitée, était pour lui un acte de foi profond, un vœu pour la paix et la prospérité de son pays et du continent. Il la considérait comme un cadeau à Dieu et une invocation pour la concorde universelle. Cette dimension spirituelle imprégnait ses discours, où il citait souvent des maximes religieuses ou des principes moraux. Pour lui, la paix et le développement ne pouvaient être durables sans une base éthique et spirituelle solide. Sa foi lui offrait une boussole dans les moments de doute et une source de résilience face à l'adversité. Elle expliquait aussi son penchant pour la conciliation et le dialogue, des valeurs qu'il considérait comme intrinsèquement chrétiennes. Cependant, au fur et à mesure que les années passaient et que son règne se prolongeait, la solitude du vieux sage se faisait de plus en plus sentir. Avec l'âge, la fatigue physique et les défis croissants auxquels le pays était confronté, crise économique, contestation sociale, question de la succession, Houphouët-Boigny apparaissait parfois comme une figure isolée au sommet du pouvoir. La centralisation de la décision, sa réticence à déléguer véritablement et son culte de la personnalité, s'ils avaient permis une forte cohésion nationale au début de son règne, finissaient par créer une distance entre le président et une partie de son entourage. Les voix divergentes se faisaient plus rares dans son cercle rapproché, et les décisions étaient souvent prises sans un débat ouvert. Cette solitude était aussi celle du visionnaire qui avait parfois l'impression de n'être pas totalement compris. Son approche pragmatique et sa quête de la paix par le dialogue furent parfois jugées trop timides ou trop conciliantes par des générations plus jeunes ou des nationalistes plus radicaux. Il portait le poids des espoirs et des désillusions de son peuple et la responsabilité de maintenir la paix sociale dans un pays de plus en plus complexe. Le fardeau du pouvoir, exercé sans interruption pendant plus de 30 ans, peut engendrer un sentiment d'isolement, même pour l'homme le plus entouré. Les dernières années de son règne furent également marquées par la question lancinante de sa succession. Bien qu'il ait fait modifier la Constitution pour prévoir un ordre de succession en cas de vacance du pouvoir, il refusa jusqu'au bout de désigner publiquement un dauphin ou d'organiser une transition politique claire. Cette indécision, ou cette volonté de rester le seul maître à bord jusqu'à la fin, plongea le pays dans une incertitude anxiogène. La solitude du sage se transformait alors en une énigme politique, laissant planer des doutes sur l'avenir du pays après son départ. Il semblait porter seul le fardeau de sa succession, incapable ou réticent à partager ce poids avec d'autres. La mort de Félix Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993, à Yamoussoukro, fut un choc immense pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Elle marqua la fin d'une ère. Ses funérailles, grandioses,
furent le reflet de sa stature, mais aussi de la fin d'un long chapitre de l'histoire ivoirienne. Sa vie privée, sa spiritualité profonde et la solitude de son pouvoir ont contribué à forger l'image d'un leader complexe, à la fois enraciné et moderne, pieux et pragmatique, un homme dont le destin personnel fut indissociable de celui de sa nation. Il est parti comme il a vécu, maître de son destin jusqu'à son dernier souffle, laissant derrière lui une nation orpheline et confrontée à l'incertitude de l'après-Houphouët. Sa personnalité énigmatique et son immense influence continueront d'être l'objet d'études et de débats pour les générations futures. Le décès de Félix Houphouët-Boigny en 1993 a clos un chapitre majeur de l'histoire de la Côte d'Ivoire et plus largement de l'Afrique. La disparition du vieux a laissé derrière elle un héritage complexe et paradoxal, marqué par des réalisations indéniables, mais aussi par des critiques persistantes, toutes contribuant à dessiner la trace indélébile qu'il a laissée sur le continent. Comprendre cette dualité est essentiel pour évaluer la portée de son œuvre. L'héritage de Houphouët-Boigny est d'abord celui d'un bâtisseur. Sous sa présidence, la Côte d'Ivoire a connu une période de croissance économique exceptionnelle, souvent qualifiée de miracle ivoirien. Le pays s'est doté d'infrastructures modernes, un réseau routier dense, des ports performants, des écoles et des hôpitaux en grand nombre. L'agriculture, notamment le cacao et le café, a été modernisée et est devenue le moteur de cette prospérité. Cet essor économique a permis d'améliorer significativement le niveau de vie de nombreux Ivoiriens, faisant du pays un pôle d'attraction pour les populations des États voisins en quête d'opportunités. Il a créé les bases d'un État moderne, avec une administration structurée et des cadres formés. Au-delà des infrastructures, son héritage le plus cher fut sans doute la paix et la stabilité. Pendant plus de 3 décennies, la Côte d'Ivoire a été un havre de paix relative, dans une région souvent secouée par les coups d'État et les conflits. Houphouët-Boigny, avec sa politique de dialogue et de paix sociale, a réussi à maintenir l'unité nationale dans un pays d'une grande diversité ethnique. Il a su éviter les affrontements intercommunautaires majeurs grâce à une gestion habile des équilibres et à une autorité incontestée. Cette stabilité a été un facteur clé de l'attractivité du pays pour les investissements et les populations étrangères. Sur le plan international, il a laissé l'héritage d'un leader respecté, pragmatique et visionnaire. Sa politique de coopération étroite avec la France, souvent controversée sous le nom de France-Afrique, a été pour lui un levier essentiel de développement. Il a joué un rôle de médiateur dans plusieurs crises régionales, incarnant une voie de modération et de sagesse sur la scène africaine. Son concept de dialogue avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, bien que vivement critiqué, témoignait de sa conviction que la discussion, même avec l'adversaire, était toujours préférable à l'isolement et à la violence. Il a défendu l'intégration régionale, mais toujours dans le respect de la souveraineté des États. Cependant, cet héritage est indissociable de nombreuses critiques. La plus récurrente concerne le régime du parti unique et l'autoritarisme de son pouvoir. Si la stabilité était un bienfait, elle a été obtenue au prix de la suppression du pluralisme politique, de l'étouffement des voix dissidentes et de la concentration excessive du pouvoir entre les mains du président. Cette absence de véritable démocratie a empêché l'émergence d'une relève politique et d'un débat national sain, rendant la transition post-Houphouët particulièrement difficile et violente. Une autre critique majeure porte sur la dépendance économique. Le miracle ivoirien était largement basé sur les exportations de cacao et de café, ce qui a rendu le pays extrêmement vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux. Lorsque ces cours se sont effondrés dans les années 1980, la Côte d'Ivoire a plongé dans une grave crise économique et un endettement massif, révélant la fragilité d'un modèle qui n'avait pas suffisamment diversifié son économie. La crise a également exacerbé les inégalités sociales, remettant en question l'idée d'une prospérité équitablement partagée. Le culte de la personnalité et les dépenses somptuaires, dont la basilique de Yamoussoukro est le symbole le plus éclatant, ont également été des points de discorde majeurs. La démesure de certains projets et la fortune personnelle du président ont soulevé des questions éthiques et morales, particulièrement dans un pays en développement. Pour beaucoup, ces dépenses reflétaient une déconnexion croissante entre le pouvoir et les réalités quotidiennes de la population.
Enfin, la question de la succession non préparée et les tensions autour de l'ivoirité, la nationalité ivoirienne, exacerbées par l'afflux massif de migrants des pays voisins et une politique foncière complexe, ont laissé le pays au bord du précipice après son départ. Ces problèmes, latents sous son règne, ont éclaté au grand jour, menant à des décennies d'instabilité politique et de violence. Les critiques posthumes ont souvent pointé du doigt la responsabilité du vieux dans la non-résolution de ces problèmes structurels, dont les germes furent plantés pendant son règne. Malgré ces critiques, la trace d'Houphouët-Boigny en Afrique est indéniable et complexe. Il a incarné une voie spécifique de décolonisation et de développement, celle du pragmatisme et de la collaboration plutôt que de la rupture révolutionnaire. Il a été une figure de référence pour de nombreux leaders africains, admiré pour sa capacité à maintenir la stabilité et à attirer la prospérité, même si son modèle était difficilement transposable ailleurs ou à long terme. Son influence s'est étendue bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, faisant de lui l'un des pères fondateurs de l'Afrique moderne, un acteur clé de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, et un fervent défenseur de la paix sur le continent. En fin de compte, Félix Houphouët-Boigny reste une figure historique colossale, dont la vie et le règne continuent d'être l'objet d'études et de débats passionnés. Son héritage est un mélange inextricable de lumière et d'ombre, de succès et d'échecs, de visions et de limites. Il a bâti une nation et en a façonné l'identité, mais a aussi semé, parfois malgré lui, les graines de futures turbulences. Sa trace est celle d'un homme qui, avec ses qualités et ses défauts, a marqué son époque et laissé une empreinte profonde sur le destin de la Côte d'Ivoire et sur l'histoire du continent africain tout entier. Son nom, gravé dans le marbre de l'histoire, restera à jamais lié à la naissance et aux premières décennies de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons maintenant parcouru l'intégralité du parcours de Félix Houphouët-Boigny, depuis son enfance à Yamoussoukro jusqu'à son héritage complexe. J'espère que ce récit détaillé vous a apporté une perspective riche et humaine sur ce géant de l'histoire africaine. Si ce voyage à travers le temps vous a captivé, n'oubliez pas que de nombreuses autres histoires de héros vous attendent. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations fascinantes.